points saillants d'octobre 88. Quel est le bilan de 88? Grosso modo, brutalement, brusquement, et un peu de manière provocatrice pour inciter les gens à réfléchir. Le grand perdant de 88, c'était l'armée. Parce qu'elle a été obligée de sortir dans la rue, de tirer sur les gens. C'est ce qui s'est passé en 92. Oui. Khaled Nazar avait impliqué le... Attends, voilà. Nous sommes d'abord en 88. D'accord, c'est tout à fait. 88, il y a eu 500 morts. Et il y a eu la pratique de la torture. Très juste. Moi, les gens se souviennent peut-être, un certain nombre d'universitaires, au nombre desquels je suis, nous avons mis en place et créé un comité national contre la torture qui n'a toujours pas vu le jour et à ce jour. Nous sommes en 2010. Après 22 ans. Après 22 ans. Donc, le grand perdant, c'est l'armée. Pourquoi le grand perdant, c'est l'armée? Parce que, précisément, ce qu'a voulu imprimer Boumediene à l'armée pour recomposer son image de marque. C'était un double mouvement. Reconvertir l'armée, parce qu'il faut rattacher avec ce que nous avons dit avant. Nous avons dit, pour être cohérent, nous avons dit que l'armée algérienne, à partir de 62, celle qui va devenir une institution militaire, c'est l'ANP. Tout le travail de l'ANP pendant les années 60, c'est d'absorber, de dissoudre l'ANL. De la dissoudre jusqu'au souvenir. Cette ANL, elle va être plus ou moins dissoute dans la famille révolutionnaire, dans les ayants droit, les ayants droit des ayants droit, etc., etc. C'est-à-dire une opération de discrédit, d'une certaine manière. Parce que, on verra par la suite que les gens se disent qu'est-ce que c'est que ces gens qui survivent avec une attestation communale et avec un certain nombre de droits qui en font des rentiers. Des types qui étaient des maquisards, des militants, des types qui vraiment s'étaient engagés pour l'émancipation, sont devenus des parasites. On leur a composé une image de parasites dans la société. C'est une manière de les discréditer. Et ça a marché. C'est-à-dire des moudjahidines de l'époque qui majoritairement soit étaient des officiers de l'ANL, soit étaient des moussabbilines ou autres, l'essentiel, quel que soit le grade, le titre, etc., bien sûr, sont devenus, j'allais dire, des propriétaires, ou même pas des propriétaires, c'est-à-dire des rentiers à travers des attestations de bar, de café, de taxi. Mais c'est immoral. Voilà ces moudjahidines, ces officiers de l'armée de l'ALN qui, après l'indépendance, ont accepté la gérance. Je te remercie de préciser. Il s'agit de responsables et d'officiers de l'ALN et non pas les hommes de la troupe. Parce que les hommes de la troupe, il y en a encore qui aujourd'hui vivent dans des conditions atroces. Moi j'ai connu des gens qui étaient des militants, des combattants de l'ALN, de la troupe, et qui sont devenus des travailleurs immigrés, ils sont allés travailler en France comme ouvriers, ce qui est le non-sens absolu. L'exemple type, c'est Saïd Boudiaf, avec lequel je fais mon travail sur l'histoire du mouvement national. C'est un ancien qui a rejoint le Maquis en 1955, démobilisé en 62. Il a été envoyé pour des soins en Yougoslavie. Il se réengage, c'est une parenthèse, il se réengage en 67 dans l'affaire pour aller combattre sur le canal de Suez. Et ayant senti à ce moment, ayant vu les choses, comment elles se sont passées, il a décidé de partir. Il est parti au Vietnam, il est allé en Chine, en Union soviétique, il a atterri en France, où il a travaillé comme ouvrier spécialisé d'abord, ensuite ouvrier professionnel dans la métallurgie. Et il a fini, j'allais dire, sa carrière, c'est pas une carrière, c'est une profession, de travail. Il est retraité, émigré dans la région parisienne. De Lyon, il n'est pas le seul. Autour de lui, il y en avait au moins une dizaine dans la région où il habitait. Mais l'essentiel de cette caste qui s'est constituée depuis les années 60, les années 70, les années 80, etc., qui est devenue une sorte j'allais dire, de strate au niveau de la société, qui fait même dans la différence de société, indépendamment du fait, j'allais dire, social, du fait de la prise en charge sociale, etc. Il y a une forme de stratification sociale à travers cette caste de moudjahidines, etc. Puis qui malheureusement avait comment dirais-je,
failli à la morale du mouvement lui-même et de tout ce qu'ils ont réalisé pendant la guerre de libération nationale. Moi, je n'arrive pas à comprendre, sincèrement. Je le dis en toute franchise, sans me référer à mes origines sociales ou à ma famille qui a contribué dans... Mais indépendamment de cela, mais je n'arrive pas à croire comment qu'un moudjahid, comment qu'un militaire, c'est-à-dire un officier de l'ALN, ou un djundi, ou un moussabil, ou un je ne sais quoi, accepte d'être juste le gérant ou juste une attestation pour gérer un bar, un café-bar, un café-restaurant, une attestation pour taxi, chauffeur de taxi, ou etc. Ou un prêtement pour quelqu'un. Ou un prêtement pour juste une entreprise. Et qui continue jusqu'à maintenant avec cette histoire de véhicule. Sincèrement, lorsque tu vois au 21e siècle, en 2010, que le véhicule il coûte tant, mais pour les moudjahidines, il coûte tant. C'est-à-dire moins de je ne sais combien de pourcentage en fonction de l'attestation de Moudjahid. Moi, je ne parle pas de la dimension sociale, de la prise en charge sociale de ces ayants droit. Je parle de la moralité de l'histoire et de la décrépitude, la déchéance dans laquelle on a mis dans le sens d'un discrédit total, aussi bien de la Révolution, des hommes de la Révolution, que de notre mémoire. Absolument. Est-ce que maintenant, pour revenir, parce que je sais que... On continue. Oui. Donc, une fois qu'on a discrédité, on a touché à l'image de l'ALN, la prestigieuse ALN, il restait cette institution militaire qui est devenue l'ANP. L'ANP qui est devenue la colonne vertébrale de l'État. Et celui qui a discrédité, est-ce que tu peux nous dire qui est-ce qui a discrédité les gens de novembre 54 jusqu'à 62? Qui est-ce qui a discrédité cette ALN? Celui qui a discrédité, porte la responsabilité, c'est Boumediene. Il n'y a pas un autre. Parce que c'est lui qui a permis à ces choses de se faire. Et si Boumediene a revendiqué un pouvoir absolu, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan politique, que sur le plan diplomatique, que sur le plan, etc., il doit assumer historiquement cette chose. Qu'il ait été un agent actif direct ou un agent de couverture, malheureusement, pour lui, l'histoire le jugera ainsi, comme ça. Le problème, c'est celui-là. Donc, cela dit, on connaît, puisqu'il y a des gens qui ont survécu à Boumediene et qui sont des anciens officiers supérieurs de l'armée et qui incarnent ceux dont nous venons de parler. Je te raconte une histoire pour appuyer ton idée. J'ai eu pendant très longtemps à enregistrer des trucs inédits d'ailleurs, que je n'ai jamais diffusés jusqu'à maintenant, pour des raisons multiples, parce que ça a été au départ, c'est des enregistrements qui étaient interdits à l'époque à la télévision, et par la suite, dès que j'ai constaté qu'il n'y avait pas possibilité de diffuser, parce que le pouvoir ne roule en fin de compte qu'à ceux qui dirigent pendant une période. Ouais. Alors j'avais longuement travaillé avec le Hajj Lakhdar. Le Hajj Lakhdar, celui-là même qui a recruté Zarwal à l'âge de 16 ans à Batna, etc. Grand baroudeur, révolutionnaire très connu de la Wilaya 1. Qui est-ce qui ne connaît pas le Hajj Lakhdar? Dans les années 70. Et j'en rigole parce que j'ai des enregistrements, j'ai longuement discuté avec lui. L'absurde, c'est que Boumediene à l'époque avait donné l'opportunité à ces gens-là, enfin toute cette caste, ces anciens moudjahidines, etc., de pouvoir prendre de l'argent dans le sens d'un investissement, etc. Bon, le Hajj Lakhdar avait bénéficié d'une somme d'argent, il s'est lancé dans une petite fabrique, dans une petite unité de fabrication de la tomate, de la conserve, etc., une petite usine comme ça du côté de l'Est, de Annaba. Il a commencé à travailler. Ça a donné des résultats très positifs. Il a essayé, Hajj Lakhdar, à récupérer l'argent qu'il avait emprunté à la banque. Il a essayé de rembourser. Il a été pour rembourser, il a pris Shkara. Il a été prendre l'argent. Le Hajj Lakhdar, mais on ne peut pas. Tu ne rembourses pas. Oui. Mais comment ça, je ne rembourse pas? Mais on n'a aucun chapitre sous lequel on pourrait récupérer cet argent. Bien sûr. C'est-à-dire l'argent du contribuable algérien, qu'il soit de nature rentière, c'est-à-dire pétrolier ou pas. C'est l'argent des Algériens. Alors le Hajj Lakhdar, il a fait un scandale, un grand scandale. C'est pas mon argent.
Je le rends. Il n'y a pas de chapitre. Il n'y a pas de chapitre, il n'y a rien. Donc voilà, et on continue à le faire jusqu'à maintenant. Au détriment des Algériens. C'est un cas de quelqu'un qui a résisté. Qui a du scrupule et de l'honnêteté. Combien sont-ils parmi ceux qui ont pris de l'argent, qui ont fructifié et ensuite qui ont transféré cet argent à l'étranger pour acheter des hôtels, pour acheter des réseaux de boucheries, etc., et qui plastronnent devant des boucheries dans le 18e arrondissement. Et je sais de qui tu parles. Et subhanallah. Bon, non seulement c'est une remise en cause d'un processus historique, mais c'est une trahison d'une morale, d'une dimension extraordinaire à laquelle on croit. Notre pays, notre Algérie, notre révolution. C'est une moralité qui va produire un cataclysme moral dans la société. On parlait de la comment est né l'islamisme. Et il est né sur cette base, parce que les gens ont vu le manque Donc, continuons notre problème. Donc, le processus qu'avait enclenché, c'est une lecture, hein, on l'a déjà dit. Le processus qu'avait enclenché Boumediene, c'était d'ouvrir le chapitre à une légitimité des urnes, contrôlée, encadrée, structurée, avec bien entendu le grand veilleur, le grand commandeur, c'est-à-dire l'armée. L'armée est pratiquement l'institution qui va garantir la faisabilité des élections et le contrôle des élections, et cela dure jusqu'à aujourd'hui. Les Lyon, avec des variantes que nous verrons dans notre Algérie, toutes les mauvaises choses durent. Ouais. Les bonnes, non. Non, les bonnes sont éphémères, comme le printemps. Comme Dalmouloud Ma'amri dit, la première phrase de son roman La colline oubliée, chez nous le printemps ne dure pas. Ça, on devrait le faire en fronton de la République. Très juste. Très juste. Donc, il a fallu donc, lui, il a construit ça. Il a construit en essayant de dire, parce que aussi, je pense qu'il voyait objectivement les choses. Il voyait les résistances, les réseaux de résistance et de conservatisme qui se développaient dans la société. Il pensait que l'armée allait jouer mutatis mutandis, l'armée algérienne allait être contaminée par cette logique nouvelle d'un certain nombre d'armées de la Méditerranée, dont nous avions parlé tout à l'heure, l'armée portugaise, l'armée espagnole, l'armée italienne, et l'armée marocaine, qui a failli renverser le régime marocain à plusieurs reprises. Oui. Donc il y avait une sorte de souffle de démocratisation, entre guillemets, venant par la voie de l'institution militaire. Il a cru à ça. Le problème, c'est que dans la polarité, et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais dit, je vais un peu choquer en vous disant qu'à un moment de l'évolution de l'Algérie, à des moments différents, mais à ce moment-là dont on parle, l'armée a représenté une sorte de pôle élitaire. Parce qu'elle ouvre des perspectives. Et bien entendu, elle a le réflexe de contrôler. Parce qu'elle n'a pas confiance dans la société. La société est traversée et travaillée par une multitude et une diversité de courants. Or, quand Cheb Ibn Jdid est mis à la tête du pouvoir algérien, bien encadré par des militaires qui donc l'accompagnent, en ayant au préalable évincé un certain nombre de prétendants, en ayant choisi celui qui apparaissait comme vraiment le médian, c'est-à-dire l'intermédiaire entre un homme tout à fait acquis, du moins c'est ce qu'on a pensé de lui, qu'on l'a présenté à une forme de libéralisme, mais pas forcément démocratique, de libéralisme économique plutôt, option de libéralisme économique, et un autre qui, étant de l'institution militaire, était présenté à tort ou à raison comme le continuateur un peu du caractère militaro-soviétique, j'allais dire. C'était Mohamed Salah Yahya. On avait vu ça.
Or, premier couac, qu'est-ce qui s'est passé dans la négociation, dans la distribution des portefeuilles ministériels sous Chadi Ben Jdid? Et comment est venu à la tête du gouvernement un homme qui était un homme vomi, non seulement par l'institution militaire, mais vomi par la population qu'il a suivi. Le colonel, puisqu'il était colonel, le colonel Abdelghani Ahmed Ben Ahmed à Constantine était appelé le Bey. Le Bey. Il avait un comportement de Bey. Le Bey et Constantine, les Constantinois, c'est pour ça qu'il y a une haine des Constantinois d'une manière générale et des gens de la ville de Constantine contre le régime et contre le système qui s'est placé. Et voilà qu'on était pris dans des fourches codines entre un dictateur anachronique qui se prenait pour un bey, il s'agissait donc d'Abdelghani, et un type, je n'ose pas reprendre les termes qu'ils ont utilisés, il s'agissait de Msaadia. Tu t'imagines un peu. Quelle triste histoire que de la ville de Constantine enserrée entre ces deux bords. Et à l'instar de Constantine, c'est toute l'Algérie qui a subi tout ça. Généraliser ça, toute la... Et ça, malheureusement... On ne peut pas être fier quand même de cette période. Il n'y a pas de quoi être fier.